maintenant, place à nos invités. Nous allons démarrer avec Fabrice Denis, médecin oncologue radiothérapeute, ILC Jean-Bernard au Mans, et qui est aussi professeur associé de e-santé à la faculté de médecine de Paris. Et puis, nous avons également sur cette séquence Tech et Santé, mariage de raison, Erwan Mehdi, Data et Digital Strategy Vive. Alors Fabrice, bonjour à toi. Bonjour à tous. Félicitations pour ton trophée de personnalité santé de l'année des Grands Prix de la santé organisés par BFM TV il n'y a pas très longtemps. Alors, tu es un pionnier de la e-santé en France, hein, il y a l'international, tu es médecin, un serial innovateur aussi. Alors, la santé et la tech est un mariage de raison qui a mis du temps pour se mettre en place, hein, très clairement. Alors, ça a été assez long avec MoveCare, hein, et beaucoup plus rapide aussi avec maladie-coronavirus.fr. Voilà, c'est le grand écart parce que d'abord, je remercie l'Axel pour ce webinar. Et effectivement, pour mettre en place un logiciel d'aide à la détection de rechute de cancer, on a mis 8 ans pour passer de la feuille blanche à un remboursement. Et puis, par contre, pour maladie coronavirus, on a mis 15 jours. Donc, c'est vrai que là, c'est le grand écart. C'est pas non plus exactement les mêmes indications. C'était pas non plus il n'y avait pas la même antériorité. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'apport de la preuve clinique de l'efficacité d'un tel dispositif médical est essentiel pour justement pouvoir déployer en confiance après ce type d'outils et en produire d'autres derrière. Ce qui s'est passé notamment pour nos logiciels de détection de rechute, c'est que maintenant, ils sont inscrits dans le plan cancer, hein, dans la stratégie décennale en cancérologie pour les 10 prochaines années, comme un outil qui doit être proposé aux patients avec un cancer dans les années futures. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle maintenant un standard d'usage qui va s'installer et se déployer progressivement avec de multiples acteurs maintenant qui proposent des produits évalués, efficaces et qui vont permettre une meilleure prise en charge. Alors pour maladie coronavirus, effectivement, on a été beaucoup plus rapide, mais bon, on avait une situation qui était quand même un petit peu différente. Il fallait aller vite. Mais on a voilà, pu construire avec Kelindi ce logiciel et près d'une trentaine d'ingénieurs, de médecins, d'urgentistes, de réanimateurs. Et effectivement, ce logiciel a permis d'aider les patients suspects de Covid à aller vers le meilleur parcours de soins pour désengorger les appels au 15 qui commençaient à être saturés. Et donc là, on a un montant vers 15 millions d'utilisateurs. On ne pensait pas d'ailleurs que le logiciel continuerait d'être utilisé après 3-4 mois. Et finalement, au bout d'un an, on se rend bien compte que voilà, le problème est toujours présent. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de plusieurs années pour développer ce type de solution à quelques semaines finalement? Enfin, c'est un écart qui est juste phénoménal. Oui, c'est simplement la connaissance déjà du marché, hein, savoir un petit peu comment les patients ou utilisateurs peuvent s'approprier un logiciel. Donc, il y a tout un travail d'ergonomie qui a été beaucoup plus rapide, puisque maintenant, on sait comment on doit présenter les choses pour les patients, hein. Il y a le caractère, notamment l'anonymisation, le fait d'éviter les trackings, le fait d'avoir des logiciels avec quelques questions et une réponse simple, un effecteur derrière. Donc là, c'était une téléconsultation, l'appel au médecin généraliste ou l'appel au 15. Et puis, il y a la construction d'algorithmes aussi, hein. Maintenant, on sait comment faire des algorithmes basés sur des éléments scientifiques. Alors là, c'était très, très rapide puisque on avait juste 2 ou 3 publications chinoises qui nous indiquaient les principaux symptômes. Et puis, finalement, on a pu en rajouter au fur et à mesure. Donc, c'est cette conjonction en fait d'acteurs qui peuvent développer rapidement des solutions de qualité, des soutiens aussi réglementaires qui ont permis d'aller beaucoup plus vite qu'autrefois, et puis surtout l'appui sur l'expérience d'urgentistes, d'ingénieurs en collaboration, qui a fait qu'effectivement, on a pu aller très vite, et on a aussi été très vite pour faire la preuve scientifique de l'efficacité de cette application maladie coronavirus, puisqu'on a pu produire 4 articles scientifiques dont le premier a été publié pratiquement 2 mois après le lancement uniquement, avec déjà des éléments montrant qu'il y avait 8 fois moins d'appels au 15. Donc c'est quelque chose qui finalement peut aller assez rapidement dès lors qu'on sait un petit peu les soucis à éviter. Donc, les premiers mariages sont un peu longs à établir entre cette médecine et cette tech, mais maintenant, on est un peu comme à Las Vegas, ça peut aller beaucoup plus vite. Le mariage, Oui,
Parce que Oui, ça peut il y a une réelle courbe d'expérience, en fait. ah oui, bah, clairement là, oui, absolument, oui, oui. On peut passer des mois à turbiner inutilement et comme ça peut aller très vite si on sait où on va et comment y aller, oui. Et notamment une dimension, réglementaire. Heu, Oui, 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 là on a appuyé très rapidement par De Gaulle-Fleurance à Paris avec qui on travaille déjà depuis des années et qui a pu, nous faire accélérer le mouvement avec tout en prenant en compte la RGPD et cetera. Ce qui paraissait pas être quelque chose de fondamental au moment de la première vague, mais qui finalement a été réalisé dans la foulée. oui, du coup, parce que souvent on a tendance à penser que ces sujets-là sont vraiment des freins très importants pour innover dans ce domaine-là. Si on regarde maladie coronavirus, finalement, ça a été très rapide et pour autant, rien n'a été, oublié du point de vue réglementaire, au contraire. Non, Donc maintenant, les premières étapes ont été quand même assez, longues, mais on arrive quand même sur un effet finalement d'expérience qui devient maintenant très, très fort et qui permet d'aller assez vite. Et alors du coup, Fabrice, fort de cette expérience, bah, j'imagine que la dynamique maintenant est bien enclenchée. On est toujours intéressé, de savoir, parce que tu restes, toujours ce pionnier, cet Indiana Jones là qui avance dans cette jungle du numérique de santé, et qu'on suit tous avec beaucoup d'attention. Et donc du coup, quels sont tes prochains, projets, devant toi? C'est quoi les prochaines grandes thématiques qui te semblent assez porteuses sur ces sujets de santé connectée, avec, de l'auto-évaluation? Parce que ce qui caractérise votre approche, c'est quand même que c'est le patient qui est au centre et c'est oui. lui qui est mis à contribution. On travaille en fait en amont du parcours de soins à faire des portails en fait d'orientation de patients. Donc le premier qu'on va lancer dans quelques jours, hein, c'est un carnet de santé, numérique, hein, qui s'appelle Malo. On va lancer avec Kelindi, hein, la société qui a fait, maladie coronavirus et en fait, ce carnet de santé, il va avoir comme objectif d'assurer et d'aider le suivi, des enfants en fait de 0 à 16 ans. Alors d'abord de 0 à 3 ans et ensuite au-delà pour, permettre aux parents, régulièrement d'évaluer le développement de leur enfant sur le plan cognitif, moteur, la croissance et cetera et d'apporter, dans le cadre d'une communauté, hein, de parents, eh bien, des conseils en termes de prévention, de la mort subite, des bébés secoués, des préventions en termes de, nutrition et on y ajoutera bien sûr les vaccins et cetera. Donc ça, c'est la première chose que l'on va lancer, c'est ce fameux carnet de santé qui théoriquement devrait avoir des vertus de prévention et de détection précoce d'anomalies, avec une orientation vers des plateformes, le cas échéant, de téléconsultation type Mes Docteurs, s'il y a besoin d'un avis de psychologue, de pédiatre, et cetera. Ou bien sûr vers le parcours de soins classique en fonction d'éventuelles anomalies qui peuvent être prises en charge par le médecin traitant. Donc ça, c'est la première vague, on va dire, l'enfant, la croissance, le développement. Et puis ensuite, en fin d'année, d'ici 3 mois environ, ce sera de l'autre côté, ça sera plus on va dire le vieillissement avec une application qui pour l'instant s'appelle Edge Advisor et qui fera aussi de la détection précoce de fragilité et préfragilité à partir de 50 ans pour justement augmenter l'espérance de vie en bonne santé via la détection précoce de fragilité qui prédispose, on le sait, à des fractures, des chutes, des troubles cognitifs si elles ne sont pas détectées suffisamment tôt. Donc ça, ce sont les 2 principaux projets, de Kelindi actuellement. Alors j'ai une question du coup, est-ce que donc d'un des participants, qui nous pose la question s'il s'agit, de Covidom ou Stop Covid, l'application dont on a parlé tout à l'heure. Non, il s'agit de maladiecoronavirus.fr, qui est encore un Tout autre à site fait. qui a eu, un énorme succès, 15 millions de visiteurs, voilà. Alors, si on regarde, avec un petit peu de recul tout ce qui s'est passé sur cette crise, on s'est beaucoup occupé de la santé physique des gens. Mais on commence maintenant à entendre parler de plus en plus de la santé, psychique. On a soigné le physique, on a un petit peu mis de côté, la partie, psy. Est-ce que, il n'y a pas une opportunité aussi sur ce champ-là? Sachant que plus globalement, un des constats qu'on peut faire, c'est que dans le numérique, en santé, la partie psy, c'est pas la partie qui a été, la plus, adressée au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un espace là, du coup, Fabrice? La psychiatrie et la psychologie, c'est clairement le meilleur domaine d'application des applications d'orientation, de prédiagnostic. C'est vraiment le meilleur,
la meilleure indication, la meilleure spécialité. Pourquoi? Parce que 95% des diagnostics en psychiatrie se font sur l'interrogatoire et sur des questionnaires qui sont validés. Donc oui, c'est un sujet sur lequel on travaille et sur lequel on a déjà préparé une plateforme pour les enfants, pour les parents, pour les adultes, pour faire comme maladie coronavirus, c'est-à-dire une aide à l'orientation en fonction de certains signaux et d'auto-évaluation par les utilisateurs pour les orienter vers une prise en charge précoce pour voilà, faire la détection précoce de syndrome dépressif, anxieux, voire d'idées suicidaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est majeur, dont on sait qu'il y a un sujet actuellement, et notamment chez les enfants. Et là, on travaille là-dessus, de sorte qu'on pourra probablement dans quelques semaines pouvoir lancer cette aide comme on l'avait fait initialement. Oui, donc c'est un très bon candidat pour, monter finalement des apps, alors qu'en même temps, c'est pas, là où on en a le plus, vu, poindre le Ben bout de leur non, nez quand même. mais pourtant, il n'y a pas besoin d'outils connectés, hein. Là, c'est l'outil connecté, c'est le patient lui-même, hein, qui, à l'aide de ces questions et des questionnaires en plus qui existent, eh bien, peuvent bénéficier de prise en charge précoce et même de prévention, tout à fait. C'est Oui, sous-exploité. d'ailleurs, on le voit, hein, il y a de plus en plus de grandes mutuelles, comme Vive, et je crois que d'autres ont suivi le pas, comme, alors je me sens mal à Et AXA aussi. AXA, voilà, prennent en charge maintenant des consultations de psy. Du coup, Erwan, alors, là, on parle maintenant de protection sociale, hein, les grandes mutuelles ont un rôle, dans ce mouvement de fond, du numérique en santé. Alors, nous avons le plaisir d'avoir, Erwan Mehdi, hein, qui représente la Data and Digital Strategy, du groupe, Vive. On va parler de choses très concrètes finalement, parce que on ne connaît pas suffisamment finalement les initiatives des grandes mutuelles, hein, dans ce domaine. Alors, peut-être déjà pour démarrer, Erwan, peut-être peux-tu nous rappeler ce que fait le groupe Vive, enfin, pour ceux qui ont peut-être encore un peu de mal à situer, parce que c'est plusieurs mutuelles qui ont rassemblé leurs énergies. Et puis, surtout, c'est quoi maintenant le numérique pour un grand groupe de protection sociale? Moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous traitiez les sujets de la data par des cas d'usage finalement très concrets. Euh, voilà, donc du Oui. coup, alors le groupe Vive, en quelques mots. Oui, bonjour David, merci pour cette invitation et ça me fait très plaisir d'être ici et également avec Fabrice Denis que je connais depuis que je travaille dans une ancienne vie sur une molécule qui s'appelle la tezolizumab et qui m'a fait un petit peu de plaisir de retrouver ce monde. Alors le groupe Vive, c'est pas très connu, on ne connaît pas le nom Vive, par contre on connaît un petit peu plus ce qui compose le groupe Vive parce que c'est un groupe qui s'est composé en 2017 autour des grosses mutuelles, Harmonie Mutuelle, MGEN, de manière à mettre les fonds propres en commun. Mais ce n'est pas que de la complémentaire santé, parce que déjà, il y a ces deux grosses mutuelles, mais il y a une cinquantaine de mutuelles qui composent le groupe. C'est également un acteur présent dans la prévoyance, c'est un acteur présent dans la protection des biens, c'est un acteur présent également dans le monde de l'offre de soins et de santé, puisqu'on a on fait du transport sanitaire, on a du matériel médical, on a des cliniques, on a des centres de soins de suite et réadaptation, des crèches, des EHPAD, des magasins d'optique, des magasins d'audio, on a un pôle funéraire, on a des pharmacies, on a un polinarium. Enfin voilà, on a beaucoup, beaucoup de métiers autour du soin. On est également présent dans le logement social. On est quatrième bailleur social français. Et on est présent dans la télémédecine. On a une start-up que tu connais qui s'appelle MedDocteur et on est également présent dans le maintien à domicile. Donc voilà, le gros vif, c'est un petit peu tout ça. C'est une constellation de plusieurs entités, de plusieurs entreprises et qui a pour objectif d'être un entrepreneur de la santé, du mieux vivre en ayant une approche vraiment globale du monde de la santé. Et donc, moi, je travaille à la direction données et stratégie numérique. Et donc, effectivement, comme tu le disais, nous, notre prisme, c'est d'accompagner les initiatives algorithmiques et autour de la data science à partir des cas d'usage assez précis. Alors, dans un groupe tel que le nôtre, les cas d'usage autour de la donnée, ils sont très nombreux. Il y a les cas d'usage qui sont un peu classiques dans le monde de l'assurance, où on fait du scoring client, où on accompagne la lutte contre l'attrition, etc. Mais nous, on essaye de travailler également
avec nos acteurs plus précisément en lien avec la santé, où je vais te donner des exemples. On essaye de réfléchir à des dispositifs de détection de chute dans les EHPAD. On a répondu à des projets du Health Data Hub. On travaille sur des projets de jumeaux numériques à l'échelle territoriale pour modéliser les risques liés au pollen et aux allergènes, et de manière à pouvoir envisager des programmes de prévention relatifs à la santé publique. Donc voilà, c'est vraiment un nombre de cas d'usage extrêmement varié dans un acteur, pour un acteur assez jeune et qui n'a pas forcément l'habitude de travailler sur ces sujets. Oui, et du coup, donc il y a beaucoup d'initiatives. Donc c'est un mariage de raison aujourd'hui quand même. On le voit, une sorte de nécessité de mouvement. Donc là, on est dans un mariage en quelque sorte de raison, mais c'est aussi une recherche de preuves d'amour quand on se marie. Et les preuves d'amour, c'est quoi? C'est de vous mettre au service de vos activités opérationnelles qui sont très nombreuses, parce que quand on met bout à bout tout ce qu'on vient de se dire, ça fait juste le premier groupe de protection sociale en France, je crois, avec 11 millions de personnes qui sont couvertes par vos services. Du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement? On va travailler avec des établissements, on va travailler avec des territoires, parce que comment on fait pour avancer avec un paquebot aussi grand finalement? Et ben, justement, c'est ce que tu dis. On essaye d'aller sur le terrain, on essaye d'aller avec les équipes opérationnelles. On essaye d'avoir une approche, je dirais, assez, assez scientifique et en tout cas très opérationnelle, parce que donc nous, on travaille avec nos data scientists et donc on travaille sur tout ce qui est intelligence artificielle. Mais le plus important, c'est de ne pas survendre tout ce qui est possible de faire, hein. C'est vraiment de dire: aujourd'hui, la donnée, elle peut permettre d'améliorer les choses, elle peut permettre de faire de nouvelles choses, mais l'intelligence artificielle, on dit beaucoup de choses qui sont fausses, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de bêtises, et surtout pour un acteur plutôt traditionnel qui a l'habitude de faire de l'assurance depuis des dizaines d'années, il faut vraiment montrer qu'on peut faire des choses, on peut faire des petites choses, mais il faut les faire correctement. Et il ne faut pas arriver en disant on va vous mettre des modèles de deep learning à je ne sais pas combien de couches, etc. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des choses très simples avec de la statistique classique, de la statistique plus avancée. Mais en tout cas, il faut leur montrer que déjà, on est là pour les écouter, parce que la stratégie numérique, la data science et l'algorithmie, ce n'est pas une fin en soi, c'est au service des médecins, c'est au service des professionnels de santé, c'est au service des infirmiers, c'est surtout au service des patients et des adhérents, évidemment. Mais il faut surtout trouver dans un premier temps un langage un petit peu commun, où on est là pour écouter, donc nous, ce qu'on appelle les métiers, et leur montrer qu'on peut les accélérer, on peut les aider, on peut les optimiser, et on peut faire des choses. Donc, nous, on travaille avec des médecins, on travaille avec les directeurs qui s'occupent des pôles santé, qui ont plein d'idées. Et nous, on est là pour leur dire, concrètement, il faut regarder la donnée, il faut regarder ce qu'on a le droit de faire, évidemment, parce qu'on parle quand même de données de santé. Il faut regarder comment est-ce qu'elle est stockée, comment est-ce qu'elle est mise en qualité. Il y a plein de gros mots comme gouvernance de la donnée, etc., où on se rend compte qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour pouvoir mettre en place des cas d'usage et des solutions. Donc, il faut travailler avec ces ensembles de partenaires que sont les SI, les systèmes d'information, les métiers, les utilisateurs, et puis avancer petit à petit sur la faisabilité de ces cas d'usage. Et c'est comme ça qu'on arrive sur une base de mariage de raison à faire ensuite un mariage d'amour, parce qu'il y a rien de tel que de réussir à se comprendre et de réussir à faire quelque chose qui est partagé et avec succès. Oui, en fait, il faut des preuves, donc il faut des marqueurs pour que finalement ces grands sujets qui peuvent paraître quand même très éloignés, hein, parler de data science, voire d'IA, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait si je suis dans un établissement de santé, si je suis sur un territoire, si je suis un adhérent. Et donc, finalement, il faut aussi de la preuve par l'exemple. Et pour faire de la preuve par l'exemple, donc on parle de la finalité de tous ces sujets-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une approche finalement à deux vitesses synchronisées, une vers les patients, vers les adhérents, vers les citoyens,
Et puis pour que ça marche, il faut aussi embarquer les collaborateurs. On ne peut pas juste tout traiter d'une baguette magique, avec la baguette magique du digital. Il faut aussi que eux aussi s'approprient ces sujets-là. On parle souvent finalement de symétrie des usages entre les collaborateurs d'une entreprise et puis les gens à qui ils fournissent des services. Il faut qu'eux-mêmes s'approprient. Mais du coup, comment ça se passe? Comment est-ce que vous accompagnez, vous, cette appropriation en interne? Alors, au niveau de la direction où je travaille, direction données stratégie numérique, on ne s'occupe pas que de ce qui est data science et algorithmie, mais on a également beaucoup d'activités autour de l'acculturation et de la formation des collaborateurs. Alors, ce qui est important de retenir aussi, c'est que, comme je l'ai dit, le groupe Vive est composé de plusieurs entités et donc on doit composer avec les stratégies propres à chacune des entités parce qu'elles ne partent pas de nulle part, elles ne partent pas de zéro, elles ont déjà fait beaucoup. Et donc, nous, on est là pour harmoniser, pour fédérer et pas pour leur dire voilà comment il faut faire. Mais comme tu l'as très bien dit, il faut embarquer l'ensemble des collaborateurs. On est quand même un peu plus de 45 000 avec des niveaux de maturité très différents. Donc, il faut travailler sur un état des lieux de la maturité digitale. Il faut travailler sur proposer les bonnes formations aux bonnes personnes au bon moment parce que le directeur de tel business unit n'a pas les mêmes attentes que le collaborateur qui craint d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, il faut adapter le discours et il faut proposer le bon discours sur des bases rationnelles autour de ce qu'est la donnée, de comment on la traite, de ce que l'on peut faire à l'ensemble des collaborateurs en prenant en compte ce qui est déjà fait chez Harmonie Mutuelle d'un côté, chez la MGN de l'autre côté, autour de ce qu'on appelle Vive3, qui est notre offre de soins, et de services. Parce que comme on a beaucoup, beaucoup de métiers, on ne pourra pas avoir le même discours pour tout le monde. Il y en a, on va mettre l'accent sur la santé, d'autres sur le monde de l'assurance qui évolue, qui est de plus en plus tourné vers la transformation à travers les services. Donc voilà, il faut s'adapter et il faut faire du sur-mesure. Et donc, c'est vraiment accompagner les collaborateurs dans cette vision à 360. Du coup, la dimension de l'éthique dans tout ça, parce que c'est quelque chose qui est une préoccupation importante, c'est un frein, c'est une opportunité. Comment tu vois la chose? Parce que dès qu'on parle de données, hein, on en a beaucoup parlé dans l'actualité encore récemment, c'est des sujets de crainte, alors qu'on le voit aussi, c'est des sujets d'opportunité, avec ce que vous a présenté par exemple Fabrice tout à l'heure, avec maladie-coronavirus.fr, toutes les publications scientifiques ont été faites ou MoveCare, on voit aussi que pouvoir utiliser ces données, ça peut rendre d'énormes services. Donc, comment est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là? Alors pour nous, c'est déterminant et notamment parce que donc le groupe Vif, c'est un monde mutualiste, c'est un monde basé sur les valeurs de la mutuelle et par définition, il faut que ces valeurs de la mutuelle se retrouvent dans notre approche du numérique. Donc l'éthique du numérique, pour nous, c'est quelque chose de prépondérant. C'est pas quelque chose de facile, c'est jamais facile ces sujets parce que il suffit pas de faire une charte, il suffit pas de dire il faut pas biaiser les algorithmes, il suffit pas de dire bah, il faut pas que les algorithmes ils soient méchants envers telle ou telle personne. Il faut vraiment réfléchir à la manière dont on aborde un projet numérique. Et déjà, l'éthique du numérique, c'est être en situation de se poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver les réponses, mais c'est au moins rassembler l'ensemble des personnes et des métiers qui sont concernés pour leur montrer comment est-ce que c'est important de traiter le numérique avec les notions de privacy by design, avec les notions bien sûr de respect du RGPD. Mais pour nous, le respect du RGPD, c'est pas une fin en soi, c'est juste de la conformité. Il faut aller bien au-delà. Il faut qu'on soit en situation d'impliquer nos adhérents, nos patients et de vraiment être partenaire avec eux parce que si on veut miser sur des opportunités comme le self-data, si on veut vraiment être en situation de leur proposer des services à valeur ajoutée qui vont se baser sur leurs données, il faut qu'on fasse un partenariat gagnant-gagnant en les éduquant. Alors, pas en les éduquant au sens où on va vous apprendre, mais vraiment en discutant avec eux. Et toujours dans notre direction, on a un autre grand pôle qui s'appelle l'éthique du numérique et qui est un programme de sensibilisation, de réflexion et qui a vraiment pour objectif de pas être tout seul dans son coin à faire des chartes et des bonnes pratiques, mais vraiment à être intégré au plus proche de nos réflexions. Et pour donner quelques exemples, donc si on revient sur la partie un petit peu
un petit peu data science et algorithmie. On travaille avec l'AFNOR, par exemple, et avec le CNAM, pas avec la CNAM, mais avec le CNAM. On a essayé de travailler à coder un algorithme qui calcule le risque de réidentification des données anonymisées. Donc, je parle bien des données qui sont anonymisées de base, mais on sait très bien que c'est jamais si facile que anonyme, non anonymisé. Donc, pour nous, il y a tout un aspect de recherche et développement sur ces enjeux de ce qu'on appelle la confidentialité différentielle, le chiffrement des données, où on permet de s'échanger de données sans vraiment révéler les données. Donc, pour nous, c'est vraiment extrêmement important d'avoir ces aspects de code et vraiment concret sur le travail, mais en même temps, il y a tout un aspect de réflexion, d'aller à la rencontre des adhérents, des patients, d'organiser des espaces de réflexion et des discussions autour de ces sujets. Et c'est par exemple dans cette optique qu'on travaille avec la CNIL à organiser un grand événement à Toulouse au deuxième semestre de cette année, où le but, c'est de réfléchir aux déterminants de la confiance dans la e-santé. Parce que la e-santé, souvent, encore aujourd'hui, c'est une affaire de spécialistes. C'est des gens que c'est des choses que nous, on connaît tous très bien, mais les gens, ils sont un petit peu paumés. Ça tire de partout. Il y a des initiatives à droite, à gauche. Pourtant, ils l'utilisent. Ils utilisent soit du Doctolib, soit ils font de la e-santé sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, la e-santé, la bonne e-santé entre guillemets, c'est à la fois une promesse de valeur, une promesse d'utilité, ça fait gagner du temps, ça fait gagner du temps aux médecins, ça fait gagner du temps aux gens, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux gens. Donc, dans cette jungle, il faut vraiment qu'on se remette un petit peu un moment à leur place, qu'on fasse un petit cran de recul. Et nous qui connaissons tout ça, comment est-ce qu'on peut vraiment embarquer les gens pour qu'ils deviennent… On parle d'empowerment, on a parlé On peut parler du patient, en fait. Il va falloir qu'on parle du patient. il faut se mettre à sa place et on n'est pas là pour lui dire quoi faire, on est là pour l'éduquer, mais on est également là pour lui proposer des choses. Voilà. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, c'est un bon mot de la fin de pouvoir parler du patient. Ça me fait une superbe transition. Je te remercie, Erwan, et je remercie aussi Fabrice pour votre ouverture sur cette séquence.